Et ben voilà, on y est les amis. Le Festival international des jeux arrive. J'y vais. Je suis jamais excité à l'idée d'un festival. Faut le savoir. Mais je pense que de nature, je suis jamais quelqu'un d'extrêmement excité par ce qui m'arrive. C'est une vérité ce que je te dis. C'est vrai, tu pourras demander aux gens qui me connaissent. Mais je sais que c'est pas toujours, c'est pas nécessairement la majorité des personnes. J'aime bien être chez moi, j'aime bien être dans mon truc, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, le Festival international des jeux, il y a un moment donné, voilà, j'ai une chaîne YouTube, je joue à beaucoup de jeux, bah apparemment c'est une destination incontournable. Donc bah on va essayer, même s'il paraît qu'on est un petit peu les uns sur les autres dans un sous-sol, ça n'a pas l'air ouf vu comme ça. Bref, je m'éparpille, quoi qu'il en soit. Est-ce que tu vas au fiche cette année? N'hésite pas à me répondre là-dessus. On aura la possibilité de se rencontrer comme ça. Tu verras, je fais moins le mariole quand on se voit de vrai, de face à face comme ça. Ouais, je suis un peu timide. Ouais, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, c'est moi, oui. Mais oui. Et après tu peux venir dire bonjour, ça me fait super plaisir. En vrai, vous êtes tous adorables, c'est génial. Bref, aujourd'hui, la vidéo, elle est consacrée à quoi? Elle est consacrée aux As d'or potentiels, donc aux nommés à l'As d'or, aux 4 catégories. Et parce que j'ai testé tous les jeux, presque, tu verras, petite subtilité notamment vers les jeux enfants, de ces catégories-là, les jeux nommés. Donc je te dis ce que j'en ai pensé, je vais faire court, hein, parce que c'est des jeux que vous avez vus partout, voilà, donc on va faire très court, j'essaie de faire plus court que d'habitude par jeu, pour que ce soit pas une vidéo qui dure à peu près 2h30, et dans cette optique-là, oui, je suis un peu fou. Je vais te parler donc de ces jeux, je vais te dire ce que j'en pense, je vais te dire si, à mon sens, c'est mérité ou non dans telle ou telle catégorie, et si c'est pas le cas, par quoi est-ce que je l'aurais remplacé? T'as compris? Je te fais ma sélection de moi tout seul. Forcément, je suis tout seul, donc tu me contredis? Bah non, donc je fais ce que je veux. C'est comme ça, donc on s'abonne, on like, on commente, on partage, on fait des bisous, et on commence maintenant. Alors, on commence. Je commence très rapidement par la catégorie des mioches, la catégorie enfants. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas pu tous les tester. Pourquoi? Parce que Opération Noisette est pas disponible. Je l'ai pas. Je vis en campagne, il y en a pas chez moi, il y en a pas sur le net, sur la toile. Bref, j'ai mimosé ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce truc-là, c'est absolument génial. C'est un jeu asymétrique dans lequel un joueur va incarner un voleur, les maximum 3 autres joueurs vont incarner donc des gens de l'univers de Mimosé Sam. Je connaissais pas du tout cet univers-là, mais en soi t'es pas obligé de le connaître pour pouvoir y jouer. Et donc il y a 3D, le voleur lancé 3D se déplace de la somme des 3D, les autres se les partagent les dés. Il y a un leader, en gros, ce qui va changer à chaque tour, et ils vont se partager les dés de cette manière-là. C'est chouette déjà, ça annonce une notion coopérative. Et le truc, c'est que donc t'as une grille de 4 par 4, donc de 16, je crois que c'est 4 par 4, de 8 par 8, je crois que c'est 8 par 8, 4 par 4, 4 par 4, 4 par 4 suspects, le voleur prend un suspect au hasard au début de la game, donc il a une identité secrète, et les autres doivent trouver qui c'est. Pour ça, ils vont le toquer chez les gens, donc c'est représenté par des maisons, c'est pas toi le voleur, bah non, c'est pas moi, qu'est-ce qui se passe? Mais en attendant, le voleur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir aller choper les fruits, parce que le but c'est de ramasser 4 bons fruits, 4 fruits différents. Il y a 4 types de fruits différents, donc il va parcourir le plateau, des fois il aura des fruits pourris, des fois il aura des bons fruits. Et s'il a tous les bons fruits, il peut aller au centre et remporter la partie. Mais le truc, c'est que lorsqu'il pique un fruit, il laisse place à une question que les autres vont pouvoir poser, que les joueurs d'en face vont pouvoir poser. S'ils se rendent sur la case, ils vont pouvoir lui poser la question, en l'occurrence, de ce qui est, enfin, en fonction de ce qui est marqué sur le plateau. Du type, bah, s'il y a une tache verte, ça veut dire, est-ce que ton personnage est vert? Il y a 4 couleurs différentes, 4 couleurs primaires. Du coup, bah il est vert ou il est pas vert? Bah non, il est pas vert. Hop, on raye tous les autres. T'as compris l'idée? Est-ce que ton personnage c'est un lapin? Il y a 4 lapins dans l'affaire. Non, c'est pas un lapin. On raye. Oui, c'est un lapin. Ah, on raye tous les autres. Ah, on progresse. Et si jamais les investigateurs trouvent l'identité, eh bien l'un d'eux doit aller au centre du plateau pour dire c'est lui. Voilà. Avec un peu moins d'agressivité parce qu'on joue avec des enfants, mais moi chez moi j'aime bien la peur. Hein. C'est de la peur, l'humiliation, la haine. Bref. C'est génial Mimosé Sam, ça a totalement sa place ici, mais alors les éclairtouches j'y ai pas joué non plus, donc je m'arrête ici pour la catégorie enfant, j'en dirai pas plus, parce qu'en plus de ça, je joue pas nécessairement aux derniers jeux sortis quand il s'agit des enfants, je joue beaucoup à des jeux qui sont déjà passés, donc voilà, j'aurais pas vraiment de quoi dire plus que ça. Par contre maintenant on va passer sur les catégories autres, je vais d'abord te parler de la catégorie initiée, maintenant. T'as cru que j'allais faire une transition, moi aussi j'ai cru, mais en fait je vais pas la faire. Donc, catégorie initiée, qu'est-ce qu'on a?
En dedans, on a 3 jeux. On a Behind, on a Harmonize et on a Chronologique. Alors c'est Paris 1920. Je me souviens pas des dates. Tu aurais pu me dire 1700 avant Jésus-Christ, je t'aurais dit oui, Paris, oui, pas de problème. C'était sympa là-bas à l'époque. Bref. Behind, c'est quoi ce machin-là? J'y ai joué donc, j'ai fait les 3 scénars qui est à l'intérieur, parce que c'est une boîte, il y a 3 scénars, dans cette boîte, ces 3 scénars, il y a des compartiments, dans ces compartiments, il y a des tuiles, ces tuiles on les sort, on les met toutes côté verso, recto, on s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais il y a un côté, il faut suivre, hop, tu les mets, et l'idée, c'est quoi? C'est que il va falloir reconstituer le tableau avec ce que t'as derrière, voilà. Le premier tableau, c'est en gros, quand tu réussis à tout faire, reste allumer l'ordinateur, tu vas réussir à... Enfin, tu dois remettre des tuiles ensemble pour constituer un tableau d'un enquêteur. Donc il y a des post-it et des machins qui sont dessinés. Et le truc, c'est que donc déjà, tu le fais de façon un peu puzzle, alors ça s'emboîte pas, hein, c'est vraiment côte à côte, mais bon, tu vois, il y a des choses qui vont bien se mettre l'un en face, puis il y a des petits pièges, tu vois, par exemple, il y a des photos, tu peux interchanger le côté droit et le côté gauche, c'est un peu... Voilà. Donc, il va falloir utiliser aussi sa déduction, voilà, par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de remettre en place. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, en l'occurrence, il s'agit d'un cambriolage, hein, je spoil rien, c'est marqué dès le début. Donc, il faut retracer les faits grâce à ces petites tuiles que l'on va placer. C'est très chouette. Le deuxième, c'est une bande dessinée qui est dessinée d'ailleurs par Martin, que je salue, gros bisous. Et le troisième, c'est Imhotep, c'est sur voilà une sorte de stèle avec des hiéroglyphes, de symboles, voilà, un peu mystiques, qu'il faut remettre dans le bon sens pour pouvoir, une fois qu'on a terminé, on retourne toutes les tuiles une à une et ça révèle donc une jolie image, très jolie image, qui veut dire bah c'est bon, si jamais par contre t'as un œil qui est là et l'autre qui est là-haut, c'est que t'as pas pigé quelque chose, c'est que voilà, il y a un problème, ça m'est arrivé. J'aime pas que le jeu me dise que je pige pas. Bref, Behind, c'est très très cool. Par contre, ça va s'inscrire vraiment dans une catégorie de personnes qui sont ok pour investir dans un jeu qui vont jouer qu'une seule fois. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde, donc j'ai lu parfois que oui, c'est du unlock. Non, c'est pas du unlock, c'est unlock, ça n'a rien à voir. Si ce n'est ce système de fonctionnement, oui, où on va avoir un deck pour faire une partie. Mais ici, moi j'ai fait les trois trucs en un soir. Enfin, on a fait les 3 trucs en un soir et ça a pris peut-être, 2 heures pour tous les faire. Donc... Voilà, moi je trouve ça très cool, je vais y donner une note puisque je l'ai pas fait jusque là, donc Behind c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, j'aime beaucoup, j'en ferai pas 150 à la suite, on va pas se mentir, mais je pense qu'il y a aucun jeu, donc ça n'a aucune valeur cet argument. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas me ruer dessus. Voilà, je vais pas me ruer sur ce machin-là, j'aime beaucoup parce que c'est original et je trouve ça très chouette de ce point de vue-là, et à mon sens, ça a sa place d'ailleurs dans cette catégorie initiée, parce que clairement, c'est pas une catégorie jeu de l'année, même si je déteste le nom de cette catégorie, on y reviendra après. Bref, je m'arrête là-dessus. On continue sur Harmonize. Alors, jeu de placement de jetons, on constitue un écosystème, on place des animaux qui sont des objectifs de placement, etc. Je vais pas plus loin, vous en avez entendu parler, vous l'avez bouffé Harmonize cette année. Et c'est un truc qui est assez intéressant à jauger finalement, c'est qu'il y a des jeux comme ça qui restent. Et c'est avec la profusion de sorties, et l'évolution du coup de cette profusion de sorties, j'aimerais bien voir des chiffres d'ailleurs, il faudrait que je commence à les chercher, c'est bien de voir des jeux qui restent, voilà, qui marquent et qui tiennent. Et Harmonize fait partie de ces jeux-là. C'est que voilà, vous êtes en 2025, vous entendez encore parler d'Harmonize, vous voyez encore des posts sur Facebook, vous voyez encore des confrères créateurs de contenu en parler, dans X ou Y vidéo, et c'est intéressant parce que Harmonize, il dégage vraiment quelque chose de différent. Déjà, si on part sur la partie superficielle, entre guillemets, il est magnifique le jeu. Le jeu est sublime, il y a une direction artistique qui est assez incroyable, l'illustratrice Maeva da Silva qui fait un taf de fou, et ce jeu ne ressemble à rien d'autre. Et certains ont dit oui mais Cascadia, non, Cascadia c'est pas beau, c'est t'as des animaux qui sont collés sur des trucs en bois, avec des tuiles paysages, voilà, c'est tous les mêmes paysages, non, c'est pas beau, le jeu est cool, j'aime bien, je l'ai là, mais Harmonize, c'est beaucoup plus beau, ça n'a rien à voir. Après, en ressenti de jeu, c'est pareil. Par rapport à Cascadia, Harmonize développe quelque chose de plus intéressant, je trouve, avec ces cartes notamment qui vont arriver au fur et à mesure, pour les animaux qu'on va préintégrer à l'intérieur. Au fur et à mesure de ce qu'on va sélectionner, eh bien ça va façonner finalement le plateau qu'on va tenter de faire, donc l'écosystème qu'on va tenter de construire. Est-ce qu'on va construire des bâtiments pour accueillir, je sais pas, des écureuils? Est-ce qu'on va continuer de construire une sorte de ruisseau pour pouvoir avoir des canards ou des otaries, ce genre de choses-là? Les otaries, c'est des loutres, je crois. Bref, peu importe. Mais voilà, on constitue quelque chose de beau, le jeu est très beau, il est addictif, il est vraiment prenant, et j'ai pris une petite claque, même si
Tu vois, ma première partie, c'est 2025 hein, quand même. Hein, donc, mais parce que je l'ai trop vu. Je l'ai trop vu partout. Et je me suis dit, ben, pourquoi en fait c'est bon, j'ai compris comment ça marchait. Pourquoi je me ferais chier. Mais c'est débile hein, comme raisonnement. Mais c'est un peu comme ça. Des fois, tu vois un jeu tellement partout que t'as pas envie de tester. Tu préfères aller tester des trucs qui sont un peu plus dans l'ombre. Moi, c'est mon cas parfois. Et donc, Harmonies, eh ben, ça tient toutes ses promesses. C'est vraiment génial. C'est beau. Ça marche avec tout le monde. Il n'y a pas grand chose à dire, et Harmonies a sa place totalement, évidemment, dans cette catégorie jeu initié. Vraiment, il a sa place. Et à mon sens, si cette catégorie s'appelait pas jeu de l'année, Harmonies, il pourrait prétendre à être un jeu de l'année, tu vois. Même si on comprend que c'est le jeu de l'année parmi les initiés. Voilà. Du côté de Chronologique. Alors, Chronologique Paris 1920, pour moi, c'est un peu comment dire, le vilain petit canard de cette sélection. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui, à mon sens, a plus divisé, tout du moins parmi ces trois-là, surtout pour ça. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu donc par les auteurs, donc c'est Fabien Gridel, Johan Levet, qui sont les auteurs aussi de Turing Machine, et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve un petit peu ce fil, notamment avec ces cartes perforées que l'on a, parce que oui, le but, ça va être de résoudre des affaires. Donc notamment, la première affaire, c'est que leur détective meurt, voilà, décédé, et le truc, c'est qu'il va falloir trouver à quel moment, en termes de temporalité, il s'est retrouvé seul avec quelqu'un pour se faire empoisonner. Donc comment est-ce que ça se passe ? Bah t'as une carte, comme ça, de l'Opéra de Paris, et donc tu as une mise en place où, par exemple pour cette affaire-là, tu mets tous les personnages en place, tu mets toutes les temporalités de 1 à 6. Il y a 6 temporalités différentes, et il y a je crois 8 personnes, 7, 8, je sais plus exactement, c'est pas très important. Et l'idée, c'est que pendant ton tour, tu vas pouvoir poser une question, tu vas pouvoir dire, bah dans cette pièce, soit à tel temps, soit tel personnage. Par exemple, je prends, je sais pas, le grand escalier, hop, carte du grand escalier, tiens, bah, je veux savoir combien de fois est passé le détective, justement. Je mets le détective dessus, ça me donne une valeur. Ok, ça me donne une valeur, cette valeur, elle est commune pour tout le monde, elle est affichée en vert. Toi, tu dis, bah il y est passé 3 fois, donc toi, tu notes un petit 3, tes adversaires notent un petit 3. Oui, mais toi, comme tu as posé la question, t'as une information qui est privée. Il va te dire, ah bah il est passé en temps 4. Ah ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, en temps 4, il est passé là. Et finalement, comme les personnages se déplacent tous d'une salle à chaque tour, eh bien tu peux déjà estimer que en temps 5 et en temps 3, donc les temps d'avant, il n'était pas au même endroit, puisqu'il s'est déplacé. Tu comprends ce que je veux dire ? Bah, je pense que tu comprends. Tu me réponds pas ? Bah réponds. Et donc, le truc, c'est que tu peux aussi demander par rapport au temps, pour te dire, bah voilà, en temps 2, est-ce que combien de personnes étaient dans la grande salle ? Et le jeu va te dire, bah par exemple, le 2, ok, 2, information pour tout le monde, et en information privée, il va te dire, ah bah il y avait tel personnage, ok, et toi tu notes, tac, tac, tac. Et le but, donc, c'est de déduire en fonction de l'affaire. Là, je te parle de la première affaire, les autres, tu les découvriras par toi-même. En une affaire, donc, par exemple, le détective est mort, faut retrouver plusieurs fois, parce que tu as plusieurs fois l'affaire, plusieurs affaires différentes qui proposent donc plusieurs résultats différents, avec des degrés de difficulté différents. Donc c'est très intéressant, ce Chronologique, Paris 1920. C'est intéressant parce que on a une sorte de jeu de déduction donc qui est adaptatif en termes de difficulté. Tu vas me dire, oui, mais Turing Machine, c'était pareil. Oui, mais Turing Machine, il avait une approche qui était quand même plus dure. On avait un esprit logique qui était très confronté aussi aux interprétations des résultats et aux interprétations des cartes indices, qui ici c'est plus léger. On sait, c'est beaucoup plus concret en fait, tu vois, on sait que tel personnage est mort à tel endroit, enfin à un moment donné, qu'il est mort à un moment donné, il faut que tu trouves quand, il faut que tu trouves avec qui il était. Voilà, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret et qui le rend donc beaucoup plus accessible à mon sens. Voilà. Moi j'aime bien Paris 1920, Chronologique Paris 1920, je l'aime bien, je trouve que en plus c'est joliment illustré, l'édition elle est propre, j'aime bien. Est-ce que je l'aurais vu là-dedans ? Je sais pas, c'est pas un mauvais jeu, attention. D'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais Harmonies, je fais ce que je veux. Harmonies, c'est adoré sur la chaîne Jeux en Carton. Paris Chronologique, c'est approuvé sur la chaîne Jeux en Carton. Parce que je l'aime bien, parce que je trouve ça chouette, parce que je trouve ça finalement assez original, parce que j'aime bien cette approche du jeu de déduction à plusieurs difficultés, parce que j'aime bien le fait de le rendre concret dans un lieu, parce que le travail d'édition est propre, mais j'aurais vu autre chose dans cette catégorie. Voilà, j'aurais vu autre chose. Donc maintenant, je vais te parler de ce que j'aurais vu dedans. Alors, il n'y a pas 40 trucs que j'aurais pu voir dedans. Quand ont été annoncés les As d'or, sont venues forcément des surprises, en tout cas des réactions surprises de l'absence de certains jeux, dont notamment un certain Bombbusters. Et très clairement, pour moi, Bombbusters devrait être à la place de Chronologique. Parce que il a, je trouve, alors en plus c'est un jeu de déduction aussi, alors différence qu'on est sur de la coop, parce que on est sur de la coop déjà, et parce que je trouve qu'il apporte quelque chose aussi d'original dans son approche. Alors tu vas me dire oui, mais comme Chronologique, oui, mais dans Bombbusters, on a, je trouve que
toute l'édition sert le jeu, sert l'immersion, que ce système coopératif, je le trouve vraiment rondement mené et ça implique vraiment tout le monde, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui fait défaut, eh bien ça peut rendre la chose beaucoup plus compliquée, donc il y a une vraie discussion, il y a des vrais, voilà, il y a un vrai quelque chose qui se passe autour de la table et c'est super important, je trouve forcément, dans n'importe quel jeu de société, et il y a le fait d'avoir aussi 66 configurations différentes, et ça c'est pas rien, parce qu'au fur et à mesure, tu vas crescendo dans la difficulté, et t'es toujours passionné par l'idée de découvrir ce qui va arriver. Donc, pour moi, Bombbusters, en plus de ça, j'ai l'impression qu'il a fait un peu plus l'unanimité que les autres, mais après, si je parle de mon ressenti, j'ai pris plus de plaisir et plus de surprise, en tout cas, à jouer à Bombbusters qu'à jouer à Chronologique. Est venue aussi la question de The Gang, qui est le carton de la fin de l'année chez Yellow, très clairement. Hein. J'en parle parce que finalement, beaucoup de monde en a parlé, et pour moi, je sais pas. Je sais pas. Et comme je sais pas, je dirais qu'il ne devrait pas y être. Pourquoi ? Parce que c'est original. Encore une fois, c'est coopératif. On se base sur le système du poker et c'est assez addictif. Mais pour ma part, j'ai pas envie nécessairement d'y revenir régulièrement. Je le sortirais si vraiment je me retrouve face à des personnes qui jouent au poker et qui jouent pas nécessairement beaucoup aux jeux de société. Mais si clairement j'ai le choix, je choisirais autre chose parce que c'est un excellent jeu. Attention, je trouve qu'il apporte des choses qui sont très intéressantes dans son approche du jeu coopératif et du jeu de poker. Du coup, j'aime beaucoup cette idée, en tout cas, d'approche coopérative de ce type de jeu-là. Cette approche aussi où on va encore une fois devoir essayer de déduire, de comprendre finalement nos coéquipiers, que en fonction de qui se retrouve autour de la table, eh bien les parties vont être différentes. Mais voilà, j'ai pas eu cette étincelle, ce truc qui m'a fait dire c'est absolument génial. Pour autant, je trouve ça très bien, mais je vais pas, à mon sens, je n'aurais pas proposé en tout cas pour qu'il obtienne un prix, en tout cas sur ces sélections-là. Je passe ensuite à la catégorie expert. Alors la catégorie expert, c'est pour le coup, j'ai parlé de tous ces jeux déjà dans l'année, quoi. Je parlais dans l'année. Donc il y a Daybreak, Kutnaora et Sankore. Si je dis pas de bêtises, Daybreak j'avais mis adoré, Kutnaora j'avais mis approuvé et Sankore j'avais mis adoré. Je crois que c'est ça. Peut-être que Kutnaora j'ai mis adoré aussi, mais il me semble que j'ai mis approuvé. Je commence par Daybreak. Donc Daybreak, très rapide, c'est un jeu coopératif encore une fois, on va construire un tableau, le but ça va être de limiter les émissions à effet de serre pour atteindre le point de, je crois que c'est drawdown, qui consiste finalement à consommer plus d'émissions de gaz à effet de serre, d'en absorber plus qu'on en produit, je vais y arriver. J'ai trouvé ça très original, très sympa, vraiment très cool. Le point, à mon sens, noir de ce Daybreak, c'est qu'il y a quand même une prédominante qui est l'aléatoire de ce que l'on va piocher. Parce qu'il y a des parties qui vraiment peuvent ne pas se ressembler du tout, si on a de la chance ou non au tirage des cartes, et vraiment pour l'avoir vécu plusieurs fois, ça peut être extrêmement frustrant de se dire bah, en fait notre partie elle est flinguée parce qu'on n'arrive pas à avoir les cartes qu'on veut. Et c'est quelque chose qui est là, qui existe, et clairement je suis pas le seul à le dire. Mais pour autant, je trouve que cette construction de tableau coopérative, c'est très intéressant, la thématique est formidablement exploitée, la direction artistique est géniale, donc Daybreak, c'est un excellent jeu. Kutnaora, lui, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais beaucoup moins à 2 joueurs. C'est mon ressenti en tout cas. C'est un jeu qui propose quelque chose de très original vis-à-vis de l'évolution des coûts qu'on va avoir, donc vis-à-vis des commerces que l'on possède. On va avoir une évolution des coûts en fonction de la consommation des différentes ressources, donc c'est très intelligent, hein. Plus on consomme, plus ça coûtera cher, moins on consomme, moins ça coûtera cher, voilà. Et en ça, je trouve ça super intelligent. Il y a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler, il y a les axes de la mine, on va pouvoir se déplacer pour scorer, on a des parcelles qu'on va pouvoir acquérir pour pouvoir construire des bâtiments, notamment des bâtiments de commerce, pour pouvoir justement produire plus efficacement ou gagner plus d'argent. Bref, il y a pas mal de choses autour de ça, il y a une direction artistique aussi qui est très particulière sur Kutnaora, elle n'a pas convaincu tout le monde, mais très axée sur le noir, et qui en tout cas est quelque chose de très assumé, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas le truc le plus beau que j'ai vu, ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est que c'est très caractéristique finalement, comme jeu, et voilà. Donc, Kutnaora, un jeu qui est très bon, encore une fois, je le préfère au-dessus de 2 joueurs, parce qu'à 2 joueurs, je trouve que le fait de pas réussir à influer nécessairement, on joue pour un peu plus pour notre gueule, je trouve, que sur le 3 joueurs et le 4 joueurs. Donc voilà.
Et Sankore, je vous en ai parlé il y a très peu de temps, donc l'excellent, c'est excellent, Sankore, c'est excellentissime. C'est vraiment le plus expert des trois, à mon sens. Dans le sens, donc le but, ça va être d'avoir l'université la plus prestigieuse du Mali, et pour ça, on va donner des cours, on va accueillir des étudiants dans des domaines différents, donc c'est la théologie, c'est les mathématiques, c'est l'astronomie, c'est le droit, et chaque matière correspond donc à un type d'action sur lequel on va pouvoir scorer. On a les mathématiques qui permettent de scorer sur un quadrillage qui rappelle un peu ce qu'on pouvait avoir sur Darwin's Journée, pas tout à fait, mais voilà, en termes d'image en tout cas. L'astronomie, c'est un chameau que l'on va déplacer pour placer des tentes en fait à certains endroits, voilà, donc il y a une notion de déplacement, etc. Bref, et au fur et à mesure qu'on va progresser, on va avoir des cours de plus en plus efficaces, tout du moins, pour pouvoir progresser, et c'est très intéressant. Sankore, le plus gros reproche que je peux lui faire néanmoins, c'est qu'à 4 joueurs, je trouve ça vraiment, pour le coup, il perd tout son charme, parce que on n'a pas la sensation de construire quoi que ce soit. J'ai plus cette sensation de construction de quelque chose, j'ai plus la sensation de subir le jeu, on a moins aussi le contrôle sur les étagères où on va placer des livres, vraiment, c'est moins intéressant, et ça perd vraiment de son charme, je trouve, alors qu'à 2 et 3 joueurs, je trouve ça assez excellent. Voilà pour ce qui est de Sankore. Donc, ces 3 jeux-là sont là. Maintenant, sur cette catégorie expert, je vais te dire, moi, ma catégorie, donc c'est catégorie cœur, est-ce que j'aurais éventuellement vu dans cette catégorie. Ce qui est particulier avec la catégorie expert, c'est que finalement, quand tu regardes là, on a une approche qui est quand même 13 €. Plus la construction de cartes de Daybreak, mais bon, quand tu vois Kutnaora et Sankore, c'est 13 €. On n'a pas les jeux immersifs, les jeux type Ameritrash, type Dungeon Crawling. Alors je sais pas si c'est juste la sensibilité des jurys ou si c'est vraiment parce que, je sais pas, commercialement parlant, c'est moins valable, parce que généralement ces jeux coûtent plus cher. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Et dans cette idée-là, j'aurais adoré voir un jeu comme Black Rose Wars Renaissance. Parce que c'est un jeu qui apporte quelque chose qui est vraiment nettement différent de ce qu'on voit sur le marché. On a quelque chose qui est donc compétitif, avec des notions de deck building, des notions d'euros, des notions de majorité, avec de la programmation d'action avec les cartes, un déplacement, une DA qui est assez folle, et c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, regroupait beaucoup de qualités, vraiment de nombreuses qualités, pour pouvoir concourir à un tel prix. Après, est-ce que le jeu est trop cher pour pouvoir rentrer là-dedans, ou est-ce qu'il n'a juste pas été apprécié, j'en sais rien, mais c'est clair que pour moi, j'aurais mis Black Rose Wars Renaissance à la place de Daybreak. Si j'avais autre chose à proposer, ce serait évidemment, à mon sens, l'excellentissime Dune, la guerre pour Arrakis, qui est, pour tous ceux qui ont joué, pour beaucoup qui ont joué plutôt, pardon, je l'ai vraiment vu tourner, quelqu'un dire, enfin j'ai vu souvent les personnes dire que c'était leur meilleur jeu à 2 auquel ils y aient joué. Moi je le mets, tu vois, côte à côte avec Star Wars Rebellion, qui ont des approches tout de même différentes. Il y a certaines similarités, mais une approche quand même assez différente, notamment avec Dune, que je trouve plus axé euro, notamment avec son placement de dés que Rebellion, mais ce sont vraiment 2 excellents jeux à 2. Et Dune, du coup, je trouve qu'il réussit à épouser vraiment la thématique donc des bouquins de Frank Herbert ou des films de Denis Villeneuve, si vous n'avez vu que ça. Je trouve qu'il épouse vraiment bien ce côté-là. Il est extrêmement stratégique, il est asymétrique et bien dosé. On a vraiment cette notion des Harkonnen qui sont surpuissants, mais qui ont du mal à évoluer dans le sable face aux Fremen et donc Atreides, qui eux, voilà, dansent sur le sable, mais qui sont en minorité par rapport aux Harkonnen. Il y a vraiment quelque chose qui est assez unique dans ce Dune, même si pour le coup c'est basé sur la guerre de l'anneau, qui est voilà, le titre des mêmes auteurs. Mais c'est vraiment un jeu que j'aurais aimé voir, tout du moins, pour avoir une dimension différente dans cette catégorie. Et en ça, pour le coup, je l'aurais placé à la place de Kutnaora, si vraiment je conservais Black Rose Wars. Sinon, je l'aurais mis évidemment à la place de Daybreak. Et un dernier jeu, alors ça c'est... Il y a 2 derniers jeux en fait dans cette catégorie que j'aurais aimé voir. Après je te dirais quel aurait été finalement ce que j'aurais fait là-dedans. Mais tu as Endeavor Eau Profonde qui a réussi à apporter quelque chose donc d'expert. À mon sens c'est vraiment un expert, hein, qui est progressif. On recommence, on fait petit parce qu'on n'a qu'un membre d'équipage, que 2 membres d'équipage, on va pas faire grand-chose, mais au fur et à mesure on va faire de plus en plus d'actions. Qui est très thématique, qui a le luxe de proposer un mode coopératif en plus de son mode compétitif, et qui a une approche qui est très
qui est très accessible du jeu expert, tout en rendant le jeu de plus en plus difficile. Il y a vraiment quelque chose qui est très très intéressant, en tout cas dans Endeavor Profonde. Il a vraiment convaincu beaucoup de monde cette année, donc j'aurais aimé le voir dans cette catégorie-là. Tout comme un autre jeu qui, alors c'est pas pour moi, mais je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que c'est quelque chose qui était oufissime chez vous, c'est ISS Vanguard. Alors je dis pas pour moi parce que tu sais que pour le moment, j'ai mis en pause parce que j'attends ma version GameFound, je l'avais pledgé tout de même, j'avais joué sur la version boutique. Pour le moment, voilà, j'ai pas été ultra convaincu parce que j'ai joué en solo et je préférais y jouer à plusieurs pour toutes ces histoires de manipulation. Mais clairement, c'est quelque chose qui a convaincu énormément de monde, notamment dans les personnes que vous êtes qui me regardez. Et voilà, j'aurais peut-être aimé voir ce type de jeu-là. Je sais qu'il y a quelques années, on avait eu Tainted Grail qui était passé dans ce type dans ce concours-là en expert. Donc ça aurait pu être intéressant de voir un jeu comme ça. Voilà. Donc comment est-ce que j'aurais vu cette catégorie? Eh bien, la catégorie expert, donc en effet, à la place de Daybreak, j'y aurais vu... comment ça s'appelle, Black Rose Wars Renaissance, si c'était ma catégorie, j'aurais fait Black Rose Wars Renaissance, j'aurais mis Dune, Dune, la guerre pour Arrakis, je vais y arriver, et puis j'aurais conservé Sankore parce qu'il est vraiment excellent, et voilà. Et enfin, je termine par l'As d'Or, jeu de l'année. Donc j'aime pas cette appellation parce que jeu de l'année, t'as l'impression que c'est vraiment au-dessus de tout le reste, alors que finalement c'est juste voilà, c'est l'As d'Or familial, quoi, si on veut. C'est l'As d'Or des jeux les plus accessibles et peut-être ceux qui ont un profil plus commercial. En soi, on a Captain Flip en premier. Donc Captain Flip, c'est très rapidement, encore une fois, on pioche des tuiles dans un sac, on a d'un côté, ça nous intéresse ou pas, ça nous intéresse pas, on la retourne, on doit la placer dans notre bateau, qui est une sorte de tableau, voilà, de tuiles en fonction de la configuration qu'on a choisie, et ces tuiles vont nous permettre ou non de scorer des pièces. Ces pièces, ce sont les points en fin de partie. Le truc, c'est que il y a certaines tuiles qui vont permettre de repiocher une autre, il y a des tuiles qui vont permettre de scorer beaucoup si on est tout en haut, si elle est tout en haut, bref. Ça marche très bien, c'est facile à sortir, tout le monde joue à ça, tout le monde s'amuse, normalement, tout le monde s'amuse. C'est vraiment, je peux jouer avec des enfants, je peux jouer avec des adultes, c'est toujours passé. C'est facile, c'est vraiment, paf, on continue, tac, on continue, on peut relancer une partie. Donc je comprends pleinement que Captain Flip, en tout cas, ait trouvé sa place dans cette catégorie-là, parce qu'il a clairement toutes les qualités, finalement, pour remporter ce type de prix. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas pouvoir trouver partout, c'est quelque chose que tu vas pouvoir sortir partout, c'est quelque chose qui va convaincre la majorité des personnes, et c'est des règles qui sont épurées, très claires, et voilà. Ensuite, on a For a Crown. Donc For a Crown, c'est différent dans le sens où on passe sur un jeu qui est très axé sur l'interaction. Ici, on va se pourrir la tronche. L'idée, c'est que donc, on va pouvoir, pendant notre tour, on va devoir acheter, enfin engager en gros un membre du village, on va y mettre une sleeve et on va mettre ça dans un paquet général, et en deuxième phase, donc quand tous les joueurs ont fait ça, on va mélanger le paquet et on va sortir des cartes. Quand ça tombe sur une carte événement, on résout l'événement. Quand on tombe sur les cartes de joueurs, et bien le joueur en question va résoudre la carte en question. L'idée, quel est le but, ce sera d'obtenir le plus de rubis à la fin de la partie. Au départ, on en a 10, et l'idée, c'est qu'on va pouvoir, donc en déclenchant ces cartes, eh bien peut-être faire perdre des rubis à notre adversaire, peut-être gagner des pièces pour pouvoir acheter des cartes plus tard, peut-être poser des ratons voleurs, qui sont des jetons que l'on va placer devant les joueurs, ça sert à rien pendant un temps, mais au bout d'un moment, il y a un événement qui va se déclencher, qui va faire perdre des rubis à celui qui en a le plus. On va pouvoir déplacer un tableau qui correspond à la piste de prestige, donc plus on est haut sur la piste de prestige, moins on a de chances de subir des malus lors d'un certain type d'événement, et aussi on jouera avant tout le monde. Donc, on aura plus de choix au moment d'acheter les différentes cartes. Voilà comment ça va se passer. On continue pendant 4 manches. Et à la fin, donc comme je te dis, celui qui a le plus de rubis remporte la partie. L'édition est incroyable sur For a Crown. Vraiment, le jeu, il est édité, tout est dedans, quoi. T'as des coffres voilà, qui se referment, qui sont d'une qualité folle, les illustrations, il y en a partout, même sur les intérieurs de boîtes et de couvercles, t'as du carton qui est super épais en termes de jetons, t'as les sleeves voilà, qui font clairement le café et qui donnent en plus un aspect vraiment qualitatif au jeu, c'est vraiment très bien. Le jeu il est tourné sur de l'interaction très forte et c'est quelque chose qui est pas toujours... qui est pas le plus représenté finalement, je trouve, dans le jeu de plateau, et je trouve que c'est très bien d'avoir donc un jeu purement interactif comme ça, où on a envie de se foutre un peu sur la tronche, il se passera quelque chose autour de la table, ça va rager, ça va gueuler, ça va se chambrer, et c'est quelque chose qui est très bien, je trouve, de posséder ça dans sa ludothèque, je trouve ça vraiment très cool. Donc, For a Crown, et bien, puis la mécanique, je l'ai pas dit, mais elle marche vraiment très bien.
Ça passe tout seul, vraiment, les règles sont très simples à expliquer et ça passe tout seul. Donc Fort au crâne, à mon sens aussi, il a sa place dans cette catégorie-là, parce que pour tout ce que j'ai dit. Et enfin, on termine par Odin. Bah non. Odin, c'est Scout, mais en moins bien. Scout, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qui je trouve exceptionnel. Donc Odin, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pli, dans lequel tu vas devoir, donc, le premier joueur va jouer par exemple une carte, un 2, et bien le joueur suivant va devoir mettre une carte supérieure, peut-être un 3, ou voire poser 2 cartes de même couleur, ou de même valeur. Le truc c'est que s'il met 2 cartes de même couleur de valeur différente, par exemple si c'est un 3 et un 1, et bien il doit les mettre dans cet ordre-là, du plus fort au plus faible. Donc il y aura 31. Ça s'additionne pas. 31. Passe au joueur suivant, ben le joueur suivant doit dépasser 31, donc il pourra mettre 2 cartes au-dessus de 31, ou alors 3 cartes. Et le but ça va être de se débarrasser de ces cartes de sa main. Voilà, quand on se débarrasse des cartes de sa main, on compte, je crois, le nombre de cartes qu'ont les adversaires, peu importe, et on score. Et c'est pas novateur, ça existe déjà, mais encore c'est en moins bien parce que il y avait plus de profondeur de jeu dans Scout. Donc non, Odin, j'ai pas trouvé ça ouf. Donc je vois pas trop ce qu'il fait là, pour être honnête. Je suis assez surpris de voir Odin, et je pense que je suis pas le seul dans la catégorie du jeu de l'année, parce que il y a pas, j'ai pas envie d'y revenir du tout en fait. Je vois pas, je comprends pas en fait je comprends pas sa présence ici. Voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre sa présence ici. Maintenant c'est comme ça. Et d'ailleurs Odin c'est un jeu qui est recalé sur la chaîne Jeux en cartes. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais vu dans cette catégorie As d'or jeu de l'année? Eh bien, il y a un jeu qui m'a beaucoup plu cette année, qui est Stickers. Stickers, je le verrais bien dans cette catégorie-là, notamment à la place d'Odin. Tout va remplacer Odin, on va pas se mentir. Stickers, parce que c'est un jeu de cartes qui est accessible, avec une notion de legacy, on va pouvoir faire évoluer ses cartes, donc son jeu, et je trouve ça vraiment intéressant, avec donc l'idée de faire des collections de cartes en fonction de la valeur donc des différents personnages que l'on va piocher et qu'on va placer au hasard, et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'original et d'assez novateur d'avoir ce système legacy par booster, donc on va ouvrir des cartes, on va coller des autocollants, ça marche avec les enfants, ça marche avec les adultes, et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir, voilà, récompensé en tout cas, je l'aurais vu bien plus original et bien plus intéressant qu'un Odin par exemple, et également, si c'est pas Stickers, j'aurais vraiment vu Château Combo quoi. Château Combo, tout le monde en parle et tout le monde adore quoi. Ça passe tout seul, c'est un jeu dans lequel on va construire un tableau de cartes de 3 par 3, on va avoir une notion de... on va récupérer des cartes d'une telle manière à les faire correspondre, comme pour la construction de tableau, quoi. Tu construis un tableau, le but c'est d'obtenir le plus de points à la fin de la partie, pour obtenir des points, et ben tu fais quoi? Tu disposes les cartes correctement en fonction de leurs effets. C'est aussi simple que ça, sauf que parfois, tu vas prendre une carte, ou ton adversaire va prendre une carte, ça va déplacer un petit bonhomme là, qui va se déplacer il y a une piste, une rivière de cartes qui est carte village, carte ville, va se déplacer, et toi ça te fait suer parce que il est là. Ah merde, mais moi je voulais la carte qui était côté village, maintenant il est côté ville, je fais comment? Tu vas consommer des clés qui te permettent de changer ça, hop, tu vas le reprendre, ou alors de virer toutes les cartes qui t'emmerdent pour pouvoir en mettre de nouvelles et repartir de plus belle. Et ça, c'est quelque chose qui a convaincu énormément de monde, et en plus de ça, l'édition elle est vraiment propre, on a des jetons qui sont super épais, les illustrations sont superbes, le jeu est facile à sortir, il convainc tout le monde. Donc clairement, j'aurais vu c'est aussi un jeu que j'aurais vu dans cette catégorie-là, sans aucun doute. Donc, concernant la catégorie As d'or jeu de l'année, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait, à mon sens, je trouve que Captain Flip et Fort au crâne ont leur place ici, mais à la place d'Odin, j'aurais mis Château Combo. Voilà. Donc je t'ai parlé évidemment de Stickers, parce que c'est quelque chose que j'aurais mis, si j'avais pas mis Château Combo, j'aurais mis Stickers. Voilà. Comme ça. Mais c'est en tout cas la catégorie que moi j'aurais souhaité voir. Après, je suis tout seul, encore une fois. Mais voilà, en tout cas, pour cette catégorie-là. Et maintenant, je vais te dire mon pronostic. Qui, je pense, qui, parmi tout ça, va remporter, donc parmi ceux qui sont nommés pour de vrai, pas les miens, qui va remporter, donc par catégorie, la récompense suprême. Donc, si je commence par... alors, j'exclus la catégorie enfant, parce que pour le coup, j'ai pas joué à 2 des 3 jeux, donc ça n'a pas de sens. Donc, je passe directement par la catégorie initié, et initié, à mon sens, il n'y a aucun doute, ce sera Harmonise. Voilà. Je te le dis, il n'y a aucun doute, ça ne peut pas être autre chose qu'Harmonise à mon sens, tant Harmonise a eu un impact fort cette année auprès des joueurs. Côté jeu expert,
plus compliqué, mais je partirais sur Sankoré quand même. Je partirais sur Sankoré parce qu'il a eu un fort impact à la fin de l'année. Il me semble que dans les membres du jury, il y a beaucoup de monde qui l'ont vraiment apprécié très fort. Voilà, après si c'est pas Sankoré, je verrais bien Kutna-Hora quand même parce que je trouve qu'il propose quelque chose de très original. Maintenant, voilà, Harmonise, je suis quasi certain, enfin en tout cas, je suis très confiant pour lui sur ça que je veux vous dire. Autant Sankoré, Kutna-Hora, je verrais plus Sankoré, mais je serais pas non plus excessivement surpris si Kutna-Hora l'emportait. Et concernant les nommés, donc As d'or jeu de l'année, à mon sens, ce sera Captain Flip. Parce que il recoupe tout, voilà, ça marche avec tout le monde, comme je te l'ai dit, je te l'ai déjà expliqué, je trouve que c'est celui qui représente le mieux en tout cas cette catégorie jeu de l'année, qui est une catégorie commerciale, accessible, facile à sortir, donc voilà. Et voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce que je t'ai proposé, en tout cas en termes de remplacements éventuels vis-à-vis de ces différentes catégories. Donne-moi tes pronostics là-dessous sur qui va l'emporter. Ça m'intéresse grandement, j'ai très envie de savoir un petit peu ce qui se dégage parmi vous, parce que finalement j'ai une représentation qui est des posts de personnes qui vont le faire sur Facebook, des autres créateurs de contenu qui en parlent, mais peut-être que toi tu t'es pas exprimé, et moi ça m'intéresse de voir un petit peu ce que tu as envie d'en dire. Donc, n'hésite pas à le glisser là-dessus. Voilà. Et on se retrouve bien évidemment tout bientôt, on s'oublie pas, hein, je vais vous voir probablement au Festival de Cannes, donc on se verra là-bas, et en attendant, et ben, on se retrouve ici. Voilà, comme tous les lundis et presque tous les jeudis. Voilà les amis, bisous cœur.